Bonjour, bonjour et bienvenue dans Shine, le podcast qui fait rayonner les femmes. Je suis Christine Levicki, coach, conférencière et autrice de plusieurs best-sellers de développement personnel dont J'arrête de râler, J'arrête de vivre ma vie à moitié endormie et mon dernier livre Femme fière, libre et puissante, publié aux éditions Erol. Ce podcast est une invitation à réveiller ta puissance, reprendre ta place et briller sans compromis dans toutes les dimensions de ta vie. Tu es une professionnelle compétente, tu es aussi une maman engagée. Mais qui es-tu quand on enlève ces deux rôles ? Tu gères tout, la carrière, la famille, les urgences, les agendas, tu jongles, tu assures et tu peux être fier de toi. Mais aujourd'hui, alors que tes enfants grandissent, quelque chose s'ouvre. Des questions que tu n'avais pas le temps de te poser avant. Est-ce que c'est vraiment la vie que je veux ? Est-ce que je suis encore à la bonne place ? Et en même temps, tu es fatiguée, sans l'énergie ni la clarté pour réfléchir à tout ça toute seule. Alors je t'invite à t'offrir un espace pour toi. 5 jours pour respirer, te recentrer et te reconnecter à qui tu es vraiment. Réserve ta place dès maintenant pour le challenge gratuit 5 jours pour être vivante, alignée et fière de ta vie après 40 ans grâce au coaching Body Mindset. C'est gratuit, mais attention, le nombre de places est limité, alors réserve la tienne dès maintenant. Pour cela, retrouve-moi sur mon compte Instagram @Christine Levicki. À très bientôt. Aujourd'hui, je suis honorée de recevoir une femme dont le travail a bouleversé et transformé la vie de milliers de personnes en quête d'équilibre émotionnel. Psychopraticienne depuis plus de 30 ans, spécialisée en thérapie brève et comportementale, Geneviève Krebs est une référence incontournable dans le domaine de la dépendance affective. Fondatrice de l'Académie des praticiens en dépendance affective, elle est également l'auteure de plus de 20 ouvrages, dont 2 best-sellers parus chez Erol, Dépendance affective, 6 étapes pour se prendre en main et agir, et le manuel pour enfin se libérer de la dépendance affective. Aujourd'hui, elle nous partage son approche, ses découvertes et ses outils concrets pour comprendre, identifier et surtout sortir de la dépendance affective. Bienvenue au micro de Shine, Geneviève Krebs. Merci de l'accueil, Christine, et bonjour à tout le monde. Merci d'être là. Alors moi, ça m'intéresse beaucoup ce sujet de la dépendance affective. J'accompagne les femmes depuis de très nombreuses années et elles me parlent souvent de leurs relations avec leurs conjoints, leurs partenaires et aussi avec leurs enfants et leurs proches. Et est-ce qu'on peut commencer peut-être par définir qu'est-ce que c'est que la dépendance affective exactement et comment est-ce qu'on peut la distinguer d'un attachement sain dans une relation ? Alors, la dépendance affective, je vais commencer par dire ce que ça n'est pas. Souvent, lorsqu'on parle de dépendance affective, on pense principalement à la vie sentimentale. Déjà là, j'ai envie de dire, mais pas que. La dépendance affective, c'est un état qui peut toucher à la fois, la vie sentimentale, mais la vie familiale, la vie amicale et même professionnelle. Qu'est-ce qu'on entend par là? Je vais continuer, Christine, à expliquer ce que ça n'est pas pour l'instant. Le cliché réducteur lorsqu'on parle de dépendance affective, c'est de s'imaginer qu'une personne est complètement accro, attachée, à son partenaire ou sa partenaire. Il y a une notion de aimer trop l'autre et avoir envie, toujours de posséder l'autre. Oui, mais pas que. Il y a quelque chose qui se cache, derrière, qui est nettement plus profond et qui vient de l'histoire, durant l'enfance, et qui provoque à l'âge adulte la conviction que sans l'autre, je ne suis rien. La conviction que sans l'autre, à la fois, je ne peux pas accéder au bien-être, mais à la fois, je ne peux pas me prendre en charge. Alors évidemment qu'il y a cette peur immense de perdre l'autre, mais l'image, on va dire très réductrice que j'ai donnée tout à l'heure d'être attaché à l'autre, parfois oui et parfois trop visible, hein. Il y a vraiment, une stratégie, plusieurs tactiques, plusieurs stratégies qui se mettent en place pour éviter d'être seul. Voilà. Alors la deuxième idée dans la question, c'était quelle est la différence, entre la dépendance affective et l'attachement, l'attachement sain au sein d'une relation? Tout simplement, une relation, elle est faite pour qu'on puisse, s'y épanouir, être soi-même, se compléter, avoir de la complicité et cetera. Alors que là, tout est calcul.
Alors que là, je considère l'autre comme quelque part mon pilier pour avancer. Je considère l'autre, comme le moyen de pouvoir, répondre, à mes manques et voir pour pouvoir me réparer. Donc Voilà, donc ça n'a rien de sain du tout. il y a un manque d'indépendance, en fait. Il y a un manque d'indépendance, de responsabilité, de lucidité adulte. Je dirais même pas lucidité, parce que la lucidité, elle est là et en même temps, elle est confrontée avec d'autres parties, intérieures qui sont plus infantiles ou plus ados, qui on me dit souvent: «C'est plus fort que moi, même si je suis lucide, même si je comprends, même si j'observe, c'est plus fort que moi». Il y a des comportements et des pensées qui se mettent en route. Mmh, mmh. Et donc, quels sont les signes, en fait, les plus fréquents qui amènent les personnes que vous accompagnez à prendre conscience qu'elles sont en dépendance affective? Alors une liste de peurs. La peur de pas être à la hauteur, la peur d'être, démasqué, la peur de perdre l'autre, évidemment, l'abandon, c'est la plus grande peur, la peur du rejet, la peur de l'humiliation, la peur de la trahison, la peur qu'à cause de moi, quelque chose, va échouer. Hem Plein de peurs de cet ordre-là, donc on peut déjà poser ça. Ensuite, il y a des incapacités. L'incapacité à poser des limites, l'incapacité à se mettre, j'allais dire en priorité, à respecter ses valeurs, à respecter ce qui est important, pour soi. Donc l'autre va toujours être prioritaire. Hein, le surinvestissement, la suradaptation, c'est-à-dire être, complètement scotché par rapport à que veut l'autre, qu'est-ce qui est important pour l'autre et du coup, même s'il a rien demandé, qu'est-ce que je vais déployer pour que l'autre soit heureux et évidemment décide de rester avec moi. On en a d'autres, ça peut être le schéma de fuite. L'incapacité à prendre, et à trouver sa place, puisque j'ai peur du conflit, j'ai j'ai même pas la connaissance d'ailleurs de qui je suis, puisque je suis tellement focalisée sur l'autre qu'au fil du temps, j'ai oublié de savoir qui je suis, hein. Voilà, Même dans je me définis à travers, l'autre, en fait. exactement. Je me fonds dans l'autre et dans son monde, pour avoir la conviction et la sécurité surtout, être rassuré quant au fait qu'il va continuer, il ou elle, hein, qui va continuer à être là, continuer à m'aimer, continuer à me regarder et cetera. Mmh. Et il y a d'autres signes, ça peut être aussi la procrastination, le surinvestissement, histoire de gagner du temps parce que avoir quelque chose, une décision à poser, si je prends l'aspect professionnel, un un livrable à donner, il y a risque de déplaire. Pour certains dépendants affectifs, on est même dans le contrôle, on est dans l'influence, une forme de manipulation qui est pas perverse, hein, mais une forme de manipulation quand même. Ah, on peut en savoir un petit peu plus là-dessus? Je suis curieuse. On va prendre des exemples concrets. Heu, Prenons le professionnel, hein, puisqu'on en parle très peu. Une nouvelle personne arrive, au sein du travail de son conjoint, de notre conjoint. Tout de suite, c'est panique à bord et tout de suite, il va y avoir un langage, un discours de dévalorisation de la nouvelle personne qui arrive parce que forcément, l'autre personne va être mieux que moi, l'autre personne va être plus inspirante, va être plus intéressante et donc je risque de perdre, mon conjoint. Voilà, ça c'est un exemple. Hem, Beaucoup par le discours et beaucoup la manipulation. C'est déjà comme tout à l'heure, j'exprimais le fait, que le dépendant affectif est complètement orienté vers l'autre et va se surinvestir, se suradapter, faire, 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 donner, donner, sauver l'autre parfois. On est aussi dans une forme de manipulation puisque, il y a un retour sur investissement qui évidemment est attendu. Mmh. Mmh. Et est-ce qu'on peut parler un peu plus de la procrastination? En quoi la procrastination est peut-être un signe, qu'on est dans une dépendance affective? Tout simplement lorsque la procrastination est rattachée au bénéfice, de, je vais repousser la date
Parce qu'en repoussant la date, je vais peut-être repousser une décision que je dois prendre ou quelque chose que je dois faire dont le résultat doit être visible ou remis à l'autre. Donc c'est gagner du temps, exactement comme le perfectionnisme, hein. Le perfectionnisme, il permet aussi de gagner du temps, mais du coup, on génère de la surqualité qui est pas forcément attendue et souvent est critiquée. Donc c'est complètement contre-productif de faire ça. Oui, parce qu'on ne veut pas être imparfait, en fait. Comme on repousse, C'est en ça. fait, la pire chose qui puisse arriver, ça serait que l'autre puisse voir ma faiblesse ou voir mes failles ou voir... Et donc, je préfère ne rien faire, tourner en rond, stagner, repousser à plus tard, que de prendre le risque que l'autre me juge, en fait, ou voit, ou on parlait tout à l'heure, découvre que je ne suis pas si bien que ça, ou que je ne suis pas si C'est intelligente que ça. ça, ou que je ne suis pas si douée que ça, ou que je ne suis pas... Et donc, c'est plus simple de rien faire. D'ailleurs, parfois de se perdre dans la logistique familiale ou dans des urgences Mmh. et d'être Dans débordé. l'errance. Alors la procrastination, ça a un autre avantage, Christine, pour le dépendant affectif. C'est que tout simplement, il se met dans une forme d'attente, s'imaginant que l'autre va deviner évidemment ses besoins, va peut-être prendre en charge, ses obligations et cetera. Voilà, donc c'est une forme d'attentisme, espérant que l'autre, va agir, et venir à son secours. Et donc, quelque part, on reste un peu faible ou on reste on n'active pas pleinement notre puissance, notre pouvoir, nos capacités parce que du coup, l'autre peut nous sauver et donc, quelque part, on a l'impression que ça nous sécurise dans le fait que la relation va continuer. Oui, c'est ça. Il faut comprendre que c'est un état infantile, parfois ado, hein, quand on est dans de la colère ou euh, démarré au quart de tour, etc. C'est plutôt un profil un peu ado. Mais le dépendant affectif, lorsqu'il donne toute la place à cette partie blessée en soi, qui est surtout infantile, bah oui, il y a des comportements d'enfants, mais qui sont complètement inadaptés à l'image que l'autre a de soi, d'un adulte face à lui. Et donc, on disait tout à l'heure, vous l'avez mentionné, ça m'intéresse qu'on creuse un petit peu plus, cette peur de l'abandon qui est au cœur de la dépendance affective. Est-ce qu'on peut en parler, d'où elle vient et comment elle se présente, comment est-ce qu'elle s'active aujourd'hui en tant qu'adulte? Alors, elle a une grande importance tout simplement parce que elle est basée sur une fragilité, une insécurité émotionnelle, mais vraiment puissante qui date de l'enfance. Hein. Donc il faut comprendre qu'on emmène avec soi, ben, depuis la toute petite enfance jusqu'à la grande adolescence et ensuite dans l'âge adulte, à l'âge adulte, une peur, mais une peur, on va dire, viscérale. C'est-à-dire que la peur, très rapidement, elle va se développer en angoisse permanente, voire en attaque de panique. Et à partir du moment où il y a ces attaques de panique, il y a des stratégies de survie qui se mettent en place. Et c'est surtout ça qu'il faut entendre dans dépendance affective, c'est les stratégies de survie que je mets en place. Ça peut prendre la forme de pensée ou d'expression, ça peut prendre la forme de comportement et d'attitude pour, en finalité, faire en sorte que l'autre soit toujours avec moi, que je sois sécurisée, et cetera. Mais c'est un puissant fond parce que tant que le travail, par rapport à l'estime de soi et la connaissance de soi et reprendre sa vie en main et la piloter plutôt que d'errer, tant que ça n'est pas fait, aller chercher dehors et dehors et dehors et la solution dehors auprès de l'autre ou auprès d'addiction, parce qu'il faut dire que dans la dépendance affective, on retrouve souvent aussi des mécanismes d'addiction et même plusieurs addictions, pas forcément des substances, mais souvent des addictions comportementales multiples. Mais tout ça, c'est encore une fois contre-productif puisque ça ne vient pas rétablir, vraiment la confiance, l'estime de soi qui sont nécessaires, pour sortir de la dépendance affective.
Les addictions comportementales qui ne seraient pas la consommation de substances, ça pourrait être quoi? De faire des jeux, de scroller sur son téléphone? Oui, Qu'est-ce que ça peut être? oui, D'acheter? par exemple. Voilà, frénésie d'achat, l'hyperconnectivité, le jeu, le sport à outrance, le travail à outrance. Certains, pas mal les hommes dépendants affectifs, mais des femmes aussi, mais je l'ai surtout vu, au masculin. Hem, Porno, hein, Mmh. dépendance, au porno, à la sexualité et cetera. Mmh. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, encore dans ces addictions-là? Addiction aux nouvelles rencontres, hein, les débuts de relations, parce que justement là, c'est très fleur bleue, ça a de la puissance et du passionnel et le dépendant affectif s'imagine que passionnel égale aimé. Passionnel égale normal. Donc dès lors qu'une relation, revient comme la courbe de Gauss, elle revient à la normale, c'est: «Mais qu'est-ce qui se passe?» En fait, je n'ai plus tous les signes et toute l'intensité du passionnel. Il y a une grande confusion entre la passion et l'amour. Mmh. Et donc c'est cette addiction aux signaux de l'attachement, en fait. Ah, Oui, l'autre m'envoie des SMS ou l'autre, oui, a envie de me voir, l'autre, hein. oui. Du coup, ça veut dire qu'il est attaché. Donc après, quand la relation se calme et que peut-être on habite ensemble ou en tout cas qu'on trouve un espèce de rythme et du coup, il y a moins d'appels, il y a moins ce signal, en fait, Mmh. où là, il y a de la panique, il y a de l'inquiétude et donc là, il y a des mécanismes de survie qui se mettent en place C'est ça, c'est pour ça. survivre à cette peur de l'abandon. Et donc juste pour, moi je suis pas, une professionnelle de la je suis pas psychopraticienne, mais je vais donner un peu mon analyse et vous allez pouvoir me corriger. Cette peur de l'abandon, en fait, elle vient parce qu'à un moment donné, quand on était enfant, on peut essayer de savoir pourquoi, quand, comment, mais pas nécessairement. Mmh. Mais en tout cas, à un moment donné, quand on était enfant, on a eu peur d'être abandonné et à ce moment-là, on dépendait vraiment de nos parents. À ce moment-là, être abandonné voulait potentiellement vouloir dire ne plus avoir à manger, ne plus avoir de toit sur la tête, ne plus, voilà, parce que cette dépendance, elle était réelle. Ah, quand on est enfant, on dépend de nos parents pour survivre. Et Exactement. et donc C'est c'est ce trauma qui se réveille aujourd'hui en tant qu'adulte. à l'âge Tu plus adulte. raison d'être là parce qu'aujourd'hui on travaille, on a un salaire, on va pas nécessairement mourir si l'autre nous quitte. Mais inconsciemment, c'est ça qui se réveille, c'est ça? C'est exactement ça. Ça a un rapport, initialement, à l'âge de 7, 8, 9 mois avec, la vérification du type d'attachement par rapport aux parents, nourriciers, qu'ils soient maman ou qu'ils soient papa ou plus généralement, les adultes autour. Mais ça a un rapport aussi avec l'accompagnement que j'ai pu avoir. Alors on fait pas le procès des parents, hein, mais l'accompagnement que j'ai pu avoir et surtout la perception que j'en ai eue dans la valorisation de l'être que je suis, dans la confiance qu'on a pu m'accorder ou pas. Alors je parlais de valorisation. Est-ce que j'ai été valorisée ou est-ce que j'ai été dévalorisée ou j'ai pas été valorisée du tout? Est-ce que, parce qu'un enfant a besoin de ça aussi, on a fixé des cadres pour que je comprenne la vie? Hein, avec, justement ses limites, et cetera. Est-ce que j'ai eu le droit d'être suffisamment curieux pour aller au-delà du cadre et que quelque part on m'a encouragé, on m'a félicité et cetera? Est-ce que j'ai eu le droit à l'erreur ou pas? Est-ce que j'ai réussi Tellement de à paramètres. développer est-ce que j'ai été accompagnée pour développer mon indépendance et mon autonomie? Puisqu'en fait, Oui, voilà, oui, si je n'ai pas c'est pu ça. suffisamment, consolider ce sentiment que je suis un être indépendant et autonome, heu Mmh. bah, du coup, je retransfère sur, les autres, cette dépendance que j'avais quand j'avais 9 mois, alors qu'en fait, elle n'a plus lieu d'être. Elle n'a plus lieu d'être et et ce que j'entends là, Christine, c'est intéressant parce que du coup, ça me permet aussi de poser que on peut devenir dépendant affectif, d'ailleurs tout le monde l'est, hein, plus ou moins, mais à des degrés différents. Mais on peut devenir dépendant, affectif et en souffrir, on va poser ça heu, comme différence. Qu'on ait manqué cruellement de cet accompagnement-là ou qu'on ait été surcouvé, surchouchouté.
Parce que ça donne exactement le même résultat. J'arrive à l'âge adulte en m'imaginant que dans la vie, mais je pensais qu'il y aurait toujours quelqu'un qui serait là pour moi, à me regarder, à m'aduler, à me reconnaître, à répondre à mes besoins, etc. Il y a celui qui a été dévalorisé et qui a tellement peur et qui doit en faire des tonnes pour que quelqu'un soit là pour lui. Et il y a celui qui a tellement eu qui s'imagine que la vie, c'est ça. Et ça donne exactement le même dysfonctionnement à l'âge adulte. Alors, puisqu'on parle de dysfonctionnement, il faut comprendre que la partie en nous qu'on nomme souvent l'enfant intérieur blessé, hein, puisqu'il y a aussi l'autre partie spontanée, c'est pas elle qui dysfonctionne. Elle fait son job, elle. Elle appelle, elle continue à nous appeler et elle le fera jusqu'au dernier jour et à faire ressentir je suis là, j'ai peur, j'ai besoin, etc. Là où il y a un dysfonctionnement, c'est le développement et la capacité de la partie parentale intérieure à prendre en charge, à écouter, à comprendre, à prendre en charge, à enseigner, à éduquer, à réparer parfois cette partie infantile blessée. Il est là le dysfonctionnement au niveau parental et pas au niveau de l'enfant intérieur. Souvent, on s'imagine, tiens, c'est l'enfant intérieur qui a un problème. Non, c'est le parent intérieur qui s'est pas mis en route. Le toxique s'est mis parfaitement en route et on l'entend beaucoup avec le langage au niveau des injonctions, des pensées intérieures. Mais l'autre partie qui devrait être une partie ressource au service de la partie blessée en soi, celle-là, elle a juste oublié de se mettre en route. Donc il y a plutôt intérêt à travailler dessus si on veut en sortir. Donc, ce que j'entends, c'est que pour sortir de la dépendance affective, il faut activer le parent intérieur et donc il faut un peu se rééduquer, faire un peu une rééducation pour redévelopper son indépendance, son autonomie, sa confiance en soi. Euh, C'est ça. et que c'est un chemin, voilà, qui va prendre du temps, mais que c'est un chemin qui est possible. Oui, oui. Hem, donc j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de ça, de comment faire pour, se libérer de la dépendance affective et peut-être qu'on peut commencer par quelle est l'erreur la plus fréquente que vous observez pour s'en libérer? Puis après on pourra parler un peu de ce qui marche. Alors, bon, les personnes qui viennent me voir, on va dire la tranche d'âge, même si elle bouge un petit peu ces derniers temps, mais la tranche d'âge, ça reste quand même du 45, 55 ans. Pourquoi cet âge-là? Parce qu'il y a eu une récurrence, d'histoires qui se répètent, de schémas, récurrents aussi et les personnes arrivent, à moi en se disant: «Mais là, vraiment, il y a une nécessité, donc il faut être mûr». Donc la personne qui s'adresse, que ce soit à moi ou à quelqu'un d'autre, auprès de moi ou quelqu'un d'autre, en disant: «Je suis en train de vivre, une crise». Je le fais pour récupérer quelqu'un ou je le fais pour éviter de perdre quelqu'un, c'est pas forcément, la bonne motivation. En revanche, la personne, qui arrive en disant: «J'ai remarqué telle et telle chose de moi, hem, de mon fonctionnement, de mes pensées, là j'ai vraiment le souhait, mais je ne sais pas par quoi commencer, je ne sais pas comment faire, mais je veux changer ma façon d'être». Donc avoir la capacité de se remettre en question. Si la personne, continue dans l'état, infantile de pointer du doigt l'extérieur en disant: «C'est la faute des autres ou de l'autre», on va avoir un peu plus de mal. Ensuite, le dépendant affectif, bien souvent, il a envie d'aller vite. Alors autant, dans les démarches d'accompagnement et celles d'ailleurs, petit à petit, en 30 ans d'activité à ne faire que ça, j'ai développé évidemment une démarche complètement immersive et puissante sur 3 jours, avec un suivi ensuite, juste pour aller vérifier, et évaluer le changement sur 4 mois. Là, on peut aller c'est vrai, on peut aller vite, mais l'expérimentation demande un tout petit peu de patience. La personne qui s'imagine aussi que va y avoir une recette miracle qui va tomber et tout va s'arranger, non. La personne qui s'imagine: «Ça y est, j'ai compris en quoi ça consiste et donc ça va aller mieux», non. Il y a un incontournable dans le travail, à faire qui est
expérimenter d'autres façons de faire, d'autres façons d'être, hein, les intentions, intérieures, les pensées et cetera. Expérimenter, comprendre, c'est bien, mais largement insuffisant. Mmh. Expérimenter, c'est incontournable. Mmh. Donc il faut se retrouver dans des situations, il faut apprendre comment faire autrement, mais après il faut mettre en pratique et oser à un moment donné, se positionner autrement dans l'interaction, oser à un moment donné, dire non, oser à un moment donné tester les outils et après, voir ce que ça change. Exactement. Oser, c'est encore tout gentil, Christine. Moi, je dirais, se forcer. Se forcer. C'est là aussi, c'est un incontournable. Oui, c'est contre nature puisque jusque-là, bah, oui, j'ai pas eu l'habitude de faire ça, j'ai été plutôt dans un schéma comme ça. Ben oui, c'est contre nature et il va falloir se forcer et c'est en osant et en se forçant que du coup, il va y avoir des choses nouvelles qui vont apparaître. Parce que si je continue à faire comme ci ou comme cela, évidemment que j'aurai le même résultat. C'est juste, du bon sens. Mmh mh. Qu'est-ce qui se distingue dans votre approche, selon vous? L'immersion. L'immersion, ouais. C'est-à-dire, comment j'en suis arrivée d'ailleurs à l'immersion, puisque tout au début, il y a 30 ans, bah, j'ai tout simplement pratiqué ce qu'on m'avait enseigné, c'est-à-dire une logique de séance en séance. Et je remarquais je remarquais quelque chose qui était très inconfortable, à la fois pour la personne comme pour moi. C'est que de séance en séance, la personne avait besoin de monopoliser au moins 30 minutes, ce qui est énorme, hein, sur une séance, pour me raconter ce qui s'était passé par rapport à la fois précédente et cetera. Oui, mais quand on fait ça, ça fait du bien, mais on transforme très peu. Mmh. Ensuite, qu'est-ce qui est différent? Mis à part aller chercher ce qui est possible de transformer, moi j'ai fermé la porte à l'hyperanalyse et au pourquoi du pourquoi du pourquoi du passé. Parce que le travail se fait ailleurs. Évidemment qu'on doit aller chercher dans le passé tous les schémas qui se transforment, toutes les décisions intérieures de survie, les schémas parentaux, familiaux et cetera et tout le reste qui se transforme. À partir du moment où on a cette matière-là, on ferme cette porte-là. Mmh. Sinon, ça S'y perdre. ça encourage et ça maintient surtout la partie infantile qui prend déjà trop, l'ingérence de piloter dans l'ici et maintenant. Ça lui donne à chaque fois l'excuse: «Oui, mais il se passe ça à cause d'eux. C'est à cause d'eux. Oui, mais moi j'ai vécu ça». Stop! Maintenant, on doit s'intégrer et vraiment, s'incarner plutôt dans, une posture adulte, à savoir qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce que je veux, comment j'y vais, quelles sont les limites que je pose et cetera et comment je les affirme, et donc à travailler sur sa peur du conflit. Mmh. Oui, ça va être intéressant. Mmh. Ça va être Ah intéressant. oui, oui, ça c'est ça c'est un gros morceau, et qui bien souvent est travaillé sur des situations, réelles, vécues, qu'on revisite et heu, on a la preuve directe en le rejouant quelque part, du résultat différent que ça aurait pu amener si on avait abordé les choses, d'une autre façon et on n'est pas du tout dans la communication non violente parce que même si elle a beaucoup d'avantages, elle est pas du tout adaptée aux dépendants affectifs. Mmh. 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 On pourrait en parler des heures. Tout à J'ai fait. tellement à dire par rapport à la dépendance affective et les différents domaines, et cetera, qu'on pourrait effectivement en parler des heures. Alors donc moi j'accompagne les femmes depuis, plus de 20 ans et i quand on par exemple, je vous prends l'exemple typique d'une femme qui a envie de se faire coacher, de se faire accompagner, Mmh. et je rencontre beaucoup de femmes qui, sont en couple et qui n'arrivent pas à faire cette décision de: «J'ai envie de travailler avec un coach», mais ça peut être autre chose, ça peut être: «J'ai envie de faire une formation» ou «J'ai envie de». Elles ont une décision à prendre vis-à-vis de leur vie et elles se sentent illégitimes pour la prendre. Elles ont toujours il faut toujours que leur partenaire leur donne l'accord en fait, ou Oui, que c'est ça. et comme si l'autre savait mieux qu'elle ou comme si l'autre était le garant de ce qui est bon à faire ou de ce qui est, une bonne décision, et donc qu'est-ce que ça révèle cette posture et puis surtout comment est-ce qu'on peut s'en libérer? Oui. Alors
Euh, L'autre va être garant, et donc quand j'entends garant, ça me fait penser à une relation de sachant à non sachant. Hein, c'est forcément l'autre qui va savoir mieux que moi. Derrière ça, on vient mettre le doigt sur une relation parent-enfant. C'est-à-dire, prenons une femme dépendante affective, lorsque dans sa relation, elle se fait un peu femme-enfant et qu'elle vient chercher, quémander, être rassurée, demander, etc. Hem, Elle va positionner l'autre, soit tantôt ma maman, soit tantôt mon papa. D'accord? Donc il y a déjà, des jeux de pouvoir. Ensuite, prenons un exemple concret. Admettons une femme passionnée de peinture, apprend qu'à X kilomètres de chez elle, sur un week-end, il y a une rétrospective d'un artiste, d'un peintre, très connu qu'elle aime beaucoup. La dépendante affective va aller voir son conjoint et va lui dire la chose suivante: «Le week-end, machin, il y a une rétrospective, tu sais, du peintre que j'aime tant, je voudrais tellement y aller avec mon amie, admettons Catherine, hem, tu veux bien? Ça te dérange pas?» Donc là, c'est une posture totalement infantile. Alors que, normalement, dans une relation parfaitement, on va dire à peu près saine, hein, on reste de pauvres humains, donc on va dire à peu près saine, hem, cette femme devra arriver auprès de son conjoint en lui disant: «Tel week-end, il y a une rétrospective à tel endroit, je vais y aller avec Catherine, je te le dis pour que tu puisses disposer de ton week-end et de tes dates également». La dépendante affective a peur de cette démarche-là, parce que si je m'autorise à faire ça, il va le faire aussi. Si je suis là-bas durant un week-end, mais qu'est-ce qui va se passer ici? À qui il va parler? Qui il va voir? Et donc il y a danger. D'accord? Et c'est dans ce sens-là que je parlais tout à l'heure de contrôle, d'influence, de manipulation, même si elle est pas perverse, c'est un espèce de sauve qui peut pourvu que tout reste normal, hein. On est surtout là-dessus. Donc il y a à la fois une forme de communication qui doit s'adapter, mais il y a à la fois, heu, intégrer et incarner sa posture adulte. Mmh. Et donc, j'entendais tout à l'heure la personne, ça peut être un homme ou une femme, là on parle des femmes parce que ce podcast Oui, s'adresse pas oui. aux femmes, hein, mais ça peut aussi être un homme. Ah oui. Mais là, par contre, ce que je vais décrire, c'est peut-être plus une posture de femme. C'est que d'un côté, on peut se mettre en posture infantile vis-à-vis de notre conjoint, mais on peut aussi se mettre dans une posture maternelle en disant: «Je vais le materner, je vais lui faire les petits plats, je vais lui laver son linge, je vais, tout faire, parce que comme ça, il aura besoin de moi et comme ça, il pourra pas me quitter non plus parce qu'il sait rien faire ou parce que» enfin, il y a aussi cette posture-là. On est dans le triangle de Karpman. Faire, 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 donner, donner, sauver l'autre, même si l'autre n'a rien demandé. Je vais me super investir, hyper adapter. Donc forcément, il n'a pas le choix, l'autre, il doit être content de moi. Et si jamais le retour sur investissement n'arrive pas à même hauteur de ce qu'on a donné, et ben, je vais me victimiser, je vais me plaindre, voire je vais un petit peu persécuter avec des paroles un peu grinçantes du style, «Avec tout ce que j'ai fait pour toi» ou pour vous, hein, dans la famille, on voit ça aussi, hein. «Avec tout ce que j'ai fait pour vous, voilà le remerciement que j'ai, j'aurais jamais pensé», voilà. C'est utiliser la culpabilisation pour venir, tenter, c'est aussi une stratégie de remettre un petit peu tout le monde en place, et qu'on puisse me reconnaître. Mmh. Alors ça, je vois ça beaucoup, beaucoup, beaucoup chez les femmes que j'accompagne, qui se perdent, dans le faire pour les autres. Donc au boulot, elles font tout pour les collègues, elles rendent des services, elles remplacent, elles sont sympas, elles amènent, des pâtisseries, enfin voilà, elles font des choses, au boulot, elles sont vraiment, en top et elles veulent vraiment être la bonne collaboratrice et à la maison, elles font tout, elles s'occupent de tout, elles portent tout et moi, quand je les accompagne et que je leur dis: «Mais arrête, arrête de laver le linge, arrête de faire tous les repas, arrête» et quand je les amène à ça, elles me disent: «Mais Christine, si je ne fais pas tout ça, j'ai l'impression que je n'existe pas. Oui, c'est ça, c'est Je ne sais pas exactement qui ça. je suis,
Je ne sais pas qui Oui. je suis quand je ne tiens pas ce rôle de celle C'est qui m'épuise et je ne l'aime pas ce rôle, il m'épuise, je ne peux plus de le tenir, mais franchir le cap de ne plus le tenir, ça les amène face à un néant. Mais justement, derrière ce néant, il y a la méconnaissance du fameux «qui je suis», de ma valeur. Je vais même pas parler des valeurs, hein, mais de ma valeur. Et de ce que je veux et du fil conducteur qui va me permettre de mener ma vie. Si on imagine une marguerite, d'accord? Au centre, c'est le fameux «qui je suis» avec mes valeurs, ma construction et cetera, et tous les pétales, vont être les différents domaines de vie, nos relations, hem, les projets, hein, on peut mettre ça aussi. Mais le dépendant affectif, il a bien souvent un, 2, mais surtout un pétale, qui est le sentimental ou le domaine dans lequel, vraiment il déploie sa dépendance affective. Et il a juste un pétale, donc c'est panique à bord. Si jamais ce pétale commence à flétrir ou à tomber, il y a plus rien. Alors que, ce qui est normal, c'est de piloter différents domaines de vie. Voilà, et c'est pour ça que quand on arrive au nid vide et que les enfants s'en vont et que donc ce rôle, se dilue, il peut y avoir une grande, instabilité à ce moment-là parce que, qui suis-je au-delà de ce que de mes rôles en fait, de mon rôle professionnel, au-delà d'être la maman d'un tel, l'épouse d'un tel et la collaboratrice de telle entreprise, hem, même dans tout ça, je ne fais que être parfaite, chercher à être la bonne élève, chercher à être celle qui fait tout bien, qui contrôle tout et en fait, je suis pas moi-même. Je ne sais m je me perds. Beaucoup de femmes me disent: «Je me suis perdue, je ne sais plus qui je suis, ce que je veux, ce que je vaux». Donc ce travail-là, il est vraiment à reconstruire dès le départ. Le fameux «qui je suis» et de déployer, mais comme si on avait un plan d'action, d'accord? C'est marrant parce que le pilotage et la gestion de projet, on a l'habitude de faire ça au niveau professionnel. On oublie tout simplement, de l'adapter, de le simplifier, mais de l'adapter à sa vie personnelle. Mais à la base, avant de savoir comment je vais faire, il y a quand même une nécessité à savoir quoi. Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que je vais faire? Le fameux quoi avant le comment. Hein, donc, il Et faut reprendre les choses. ouais, beaucoup de femmes dont j'accompagne ont peur de faire ce travail et pour ça souvent qu'elles ont peur de rentrer dans une démarche d'accompagnement, de coaching et notamment d'investir du temps et de l'argent dedans parce que derrière, elles ont de manière profonde cette croyance ou cette peur que peut-être elles vont rien trouver, que peut-être il y a rien. Elles sont peut-être une coquille vide. Oui, oui. Elles sont tellement déconnectées de cette part d'elles-mêmes qu'elles ont cette peur qu'elles sont peut-être donc du coup, pourquoi même s'embêter d'investir du temps et de l'argent dans quelque chose pour trouver quelque chose alors qu'on a la conviction que peut-être il y a rien. Alors, c'est cette notion de vide, chez le dépendant affectif, c'est vraiment la représentation, on va dire, de l'absence, de la non mise en route, du parent intérieur ressource. C'est-à-dire, faut se l'imager comme ça, la partie intérieure blessée au travers des émotions, qu'elles soient la tristesse, la colère et puis certaines peurs, fait appel. D'accord? Normalement, cette partie parentale ressource doit la prendre en compte et l'accompagner. D'accord? Comme la partie ressource est comme atrophiée, il y a du vide. C'est ce qui génère justement de l'attaque de panique. Donc tout ce qui concerne la solitude, le vide et cetera, c'est quelque chose, heu, qui est subi. C'est quelque chose qui est complètement paniquant. Donc de se dire, «Mais si je ressens déjà ce vide, il est très inconfortable et si jamais en voulant me découvrir, je découvre que l'ensemble de ma personne est vide, mais quelle terreur! Quelle terreur!» Alors les personnes qui viennent me voir, souvent sont arrivées au bout du bout du bout de cet évitement, hein, de la bonne excuse de pas y aller, sont arrivées au bout du bout en se rendant compte que là, maintenant, je suis mûre, il est temps d'y aller parce que je suis dans l'épuisement, je n'en peux plus.
Je vois par moments des personnes venir qui ont la trentaine, et cetera. Hem, c'est rare, ça reste encore rare. Tant mieux, elles arrivent à venir et elles économisent du temps et des cicatrices, sur leur parcours de vie. Mais des fois, il y a vraiment cette nécessité d'aller au bout du bout avant que Passer en cette dernier, parce qu'on se fait passer en dernier. Et donc, exactement. cet acte de se dire je vais me faire accompagner pour revenir à moi, pour me faire aider, c'est effectivement, faut aller puiser, faut aller puiser au fond de soi pour oser faire ça, ouais, tout à fait. Et alors, quel message ou par où on commence, enfin, quand vous vous accompagnez les personnes, par où vous commencez pour avancer sur ce chemin de reconstruction de l'estime de soi, d'apprendre à se Alors, connaître, d'apprendre à réaliser ce pourquoi déjà on est au début, Christine, c'est, de donner du sens, en expliquant ce qu'est la dépendance affective et ce que ça n'est pas, mais ce que c'est pour qu'on soit sur la même longueur d'onde. Mmh? D'expliquer, les passages obligés que tout le monde que toutes les personnes désireuses, de sortir de la dépendance affective et encore on n'en sort pas, il y a pas de notion. Bon déjà c'est pas une maladie et comme je suis pas médecin, normalement, j'ai pas à parler avec ces mots-là. Mais juste pour donner un peu la notion, je vais dire, il y a pas de notion de, de rémission totale, d'accord? Puisque la dépendance affective, c'est aussi une forme d'addiction. Je suis addict à l'autre dehors, d'accord? Donc comme toute addiction, il va y avoir des périodes avec des mini possibilités de rechute ou des petits oups ou des fragilités, des vulnérabilités. Mais la personne va apprendre à savoir les gérer, comme en addiction, d'accord? Donc déjà le sens au début, les passages obligés et ensuite la particularité de ce qu'il va falloir travailler en fonction de l'histoire, de la façon d'être, des peurs, de tout ce qui est cognitif, comportemental et cetera. Donc elle va savoir dans quoi elle entre. Ensuite, en général, je lui dis pas, la personne s'en rend compte par elle-même. De temps en temps, j'ai une casquette de thérapeute parce que à ce moment-là, c'est ce qui est nécessaire. De temps en temps, j'ai une casquette parentale puisque je dois lui montrer, un petit peu le travail du parent intérieur ressource. De temps en temps, j'ai une casquette de coach parce qu'il va falloir se bouger et se forcer pour avoir du résultat, parce que c'est incontournable et cetera et cetera. Il y a différentes casquettes. Donc là, c'est en expérimentant le travail avec moi, on n'est ni plus ni moins en train de travailler comme on discute là toutes les 2. Hein. C'est pas, le professionnel, qui est assis, et qui va beaucoup écouter, c'est qu'on mouille la chemise tous les 2. On travaille vraiment concrètement et il y a besoin, de ce travail, on va dire, très engagé, tout en gardant à l'esprit que le but visé, c'est rendre la personne autonome, indépendante, responsable et capable de piloter en toute autonomie sa vie. Hein, faut surtout pas faire en sorte que la personne ait un attachement, quel qu'il soit ou une J'allais poser cette dépendance à question. soi. Est-ce que ça arrive d'avoir des dépendances, envers vous ou Non, non, non? surtout pas, surtout pas. C'est-à-dire que, heu, là aussi c'est du pilotage. C'est jusqu'où en tant qu'accompagnant je peux aller, là où il y a du danger et je reviens. Mais c'est vrai qu'il faut aller beaucoup plus loin que dans une thérapie, classique où, déjà, il y a de l'éthique, hein, il y a des engagements, heu, d'où l'importance c'est aussi l'avantage de pouvoir se fier aux éthiques des différentes casquettes qu'on utilise, parce qu'on en a besoin. Seul l'accompagnement, seule l'analyse, hem, les personnes qui viennent me voir, il est très, très courant. Je me souviens d'une dame, par exemple, qui avait, la cinquantaine, en tout cas moins de 60 ans
Elle me dit: «Je viens vous voir parce que je n'arrive pas au bout de cette dépendance affective et pourtant ça fait 23 ans que je vais 2 fois par semaine, consulter mon psychiatre». La première réaction, ça a été: «Mais vous faites quoi? Vous faites quoi?» D'autres personnes et de plus en plus, ça c'était vrai il y a 30 ans, d'accord? Et de plus en plus aujourd'hui, j'ai des personnes qui viennent me voir, hem, mon psychothérapeute ou mon psychologue ou même psychiatre, ou mon médecin ont détecté une dépendance affective, des schémas liés à la dépendance affective et m'ont orienté vers vous. Mais parce qu'à un moment donné, il y a une limite à tout ce qu'on peut faire avant et c'est bien l'analyse, il faut le faire, d'accord? Il faut pouvoir faire des liens, comprendre et cetera et identifier certaines sources, heu, mais on peut pas changer l'histoire. Donc à un moment donné, il faut s'approprier son propre travail. On peut pas travailler indéfiniment sur un arbre, sur des aïeux, sur les parents, sur le chemin qu'on a pu avoir, jusqu'à la grande adolescence, à un moment donné, il faut s'intégrer. Voilà, et je retiens l'observation de tout à l'heure, c'est pas juste qu'il faut oser faire autrement, il faut se forcer parfois à faire autrement Oui, oui. et donc d'avoir, dans le cadre d'un accompagnement, d'avoir des pistes sur quoi faire autrement et après d'être accompagné, d'être soutenu alors qu'on se force à faire autrement et que ça peut être inconfortable. En Oui. effet, c'est précieux, c'est précieux. C'est pour ça que parfois faire ce travail seul, c'est très compliqué. Les personnes qui quittent, l'atelier savent exactement sur quoi elles doivent agir et ce qu'elles doivent expérimenter. C'est important pour elles qu'elles aient ce fil conducteur. On va arriver à la fin de l'épisode. On pourrait se parler pendant des heures, Geneviève, mais on va arriver à la fin de l'épisode. Est-ce qu'il y aurait un dernier message à passer, notamment pour une personne qui se reconnaît dans tout ce dont on est en train de parler, mais qui peut-être a peur de changer ou a peur de se lancer dans ce travail personnel? Oui, hem, peut-être aborder, une chose, la peur avec laquelle, viennent quand même souvent les personnes, c'est: «Est-ce que je suis toxique? Est-ce que je suis pervers?» Déjà, si vous étiez pervers, on serait pas là en train de travailler, hein. Un pervers, n'a pas envie de se remettre en question et surtout, il a pas envie de changer puisque pour lui, c'est tout bénéfice que d'aller, manipuler et terrifier les autres. Donc déjà là, on peut se calmer, même si c'est vrai qu'il y a des formes de manipulation, même si c'est vrai qu'il y a un côté parfois qui peut être pénible. Pour autant, ça ne veut pas dire que la personne est perverse, d'accord? Donc là, on peut déjà ensuite, prenez votre courage à 2 mains puisque tout le monde est dépendant affectif. Certes, à des degrés différents, mais tout le monde l'est à la base, d'accord? Plus ou moins, plus ou moins. Donc la personne qu'elle lâche prise par rapport au fait: «Il y a que moi. Oh là là, si les gens savaient, j'ai honte, il y a que moi et je culpabilise». Non, non, il y en a énormément. C'est d'ailleurs pour ça qu'à un moment donné, j'ai créé, tout un cursus de formation pour les personnes qui accompagnent, donc l'académie, des praticiens en dépendance affective, mais parce qu'il y a tellement de gens à aider. Et que je me dis, au bout de 30 ans, j'ai 60 ans cette année, je me dis: «Il y a des choses à transmettre». Il faut absolument qu'on soit un certain nombre à rentrer dans des démarches d'accompagnement, qui soient efficaces et qui sont efficaces et avérées. Oui, oui. Oui, oui. Et moi-même, je me suis reconnue dans pas mal de choses et je sais que j'ai fait un grand chemin par rapport à ça. Mmh. J'ai beaucoup été élevée avec, faut absolument que tu aies un mari, faut absolument, enfin, beaucoup dans ce schéma de je suis une femme, si j'ai pas un homme, je suis perdue. Et donc j'ai Ouais. dû vraiment dans ma relation, faire une déconstruction, trouver mon indépendance, mais pendant très, très Mmh. longtemps, j'avais très, très peur et j'avais toujours l'impression que j'étais pas assez, que j'étais pas assez bien, C'est ça. c'est pas ceci, et donc j'ai dû faire ce travail de développer ma confiance en moi, de développer mon indépendance, Mmh mon mh. autonomie, et maintenant je suis en relation parce que je le veux et non pas parce que je Oui, c'est choisi. voilà, c'est vraiment choisi, et ça, c'est une vraie clé de libération de pouvoir être en Mmh. relation. Est-ce que c'est ça le de l'autre côté? De l'autre côté, c'est de pouvoir être en relation avec l'autre parce qu'on a envie d'être en relation avec l'autre, Mmh non mh. pas parce qu'on doit, parce que sinon on n'existe pas. Oui, oui et puis on n'existe pas par rapport au regard des autres, à l'appréciation des autres, le fameux, «Et qu'en dira-t-on?»
Mais c'est vrai que dans chacune des questions, et merci encore pour ces questions-là, elles viennent compléter toutes celles qu'on m'a déjà posées ailleurs. Euh, j'aurais pu encore compléter avec au moins 10 réponses, hein, tellement que c'est vaste. Oui. Oui, oui, oui. Alors, Geneviève, où est-ce que, donc déjà, on invite bien évidemment les auditrices et auditeurs, s'il y a des hommes qui nous suivent, à aller chercher du côté des livres. Donc, il y a la dépendance affective, 6 étapes pour se prendre en main et agir. Et le deuxième, c'était le manuel pour enfin se libérer de la dépendance affective. Après, il y en a plein d'autres, des livres. Vous avez un site internet, dites-nous, où est-ce qu'on peut vous trouver? Le site internet, les réseaux sociaux? Genevièvekrebs.com. Donc ça, c'est le site internet. Il y a pas mal d'articles dessus. Il y a aussi la présentation des différents bouquins. Instagram, Facebook, LinkedIn, voilà. Enfin, un petit peu comme la plupart des personnes aujourd'hui. Je suis un petit peu présente un peu partout. Formidable, formidable. Ben, merci beaucoup, Geneviève, d'avoir accepté mon invitation. Je suis sûre que cet épisode va avoir beaucoup de succès auprès de nos auditrices. N'hésitez pas à m'envoyer des messages sur Instagram, @ChristineLevicky, pour me dire ce que vous avez pensé de cet épisode et pour me proposer d'autres invités pour la suite si vous en avez. À très bientôt. Au revoir. À très bientôt. Au revoir. Si tu aimes ce podcast et que tu veux m'encourager à continuer, je t'invite à mettre 5 étoiles à partir de ton téléphone sur Apple Podcast ou sur ta plateforme préférée. Tu peux aussi partager l'épisode que tu viens d'écouter avec ton entourage si tu penses que cela pourrait les intéresser. En attendant, je te dis à bientôt pour un nouvel épisode.